file-moi de l'agneau, mon pote. Guy-Pierre Geneuil, Le Narvalo, récit. Jean-Claude Lattès, édition numéro 1, 1987. Texte de la 4e de couverture. Un narvalo en langage gitan, c'est un genre de fauve dont il faut particulièrement se méfier dans les cirques. De ceux qui regardent le ciel par-dessus les barreaux. Appliqué à un homme, le mot désigne celui qui n'a peur de rien et qui à la limite peut devenir dangereux, comme un fauve. Pour la première fois, un narvalo parle. Guy-Pierre Geneuil est gitan. Ce qu'il a vécu est un fantastique témoignage sur notre époque et sur notre histoire. Il a tout vu, tout connu. Le ruisseau de Montmartre où il est né et où Poulbeau en fait son modèle. Les camps de concentration où il sert de cobaye médical aux nazis à 8 ans. L'évasion, la survie en forêt comme Mowgli l'enfant loup. Taxi-boy pour belle américaine à 16 ans, boxeur, catcheur, homme de main des services secrets, gorille du général de Gaulle qu'il reçoit à sa table, collecteur de fonds. L'indo jamais dite, les missions à haut risque derrière le rideau de fer, les tortures qui donnent envie de se jeter par la fenêtre, les commandos noirs en Algérie, la véritable affaire Ben Barka, les bas-fonds de la politique comme les salons du showbiz, les ghettos noirs d'Amérique, les stars internationales dont Gene Seberg et le mystère de sa mort. Aujourd'hui, Guy-Pierre Geneuil raconte tout. Le Narvalo, c'est bien plus qu'un livre de coups reçus et de coups donnés parfois mortels. C'est le témoignage souvent poignant d'un homme qui a vécu ce que très peu d'hommes ont pu vivre. Je m'appelle Geneuil, Guy-Pierre Geneuil. Il y en a qui m'appellent Neneuil. Geneuil, Neneuil, facile. J'ai 53 ans, je suis de taille moyenne avec de grosses moustaches et un gros ventre. Je râle tout le temps. Du coup, mes petits-enfants m'appellent Papy Ronchon. Mes frères les gitans m'appellent eux d'un nom très différent. Le Narvalo. C'est un mot qui vient du sanskrit, et à l'origine il désignait dans les cirques un genre de fauve dont il faut particulièrement se méfier. Ceux qui regardent le ciel par-dessus les barreaux. Appliqué à un homme, ça veut dire le type gonflé, le type qui n'a peur de rien, et qui, à la limite, peut devenir dangereux. Comme un fauve. Chapitre 1. 21 957. Bâtiment 12Z3, front Stalag 122, Royal-Lieu, Compiègne. J'avais 8 ans et 3 mois quand je suis devenu un narvalo, pour la vie. Ça s'est passé dans un camp de concentration nazi, celui de Royal-Lieu, au sud de Compiègne, Seine-et-Oise, en septembre 1941. La veille, j'étais un gosse libre, rue des Vertus, dans le quartier du Marais, à Paris. Jusqu'à ce que des souris grises viennent me jeter dans une traction avant, sur dénonciation, parce que j'étais gitan. Quand j'ai repris connaissance après mon enlèvement, j'étais nu sur un drap blanc, dans une salle d'infirmerie du côté de la place de la République. 2 médecins français m'examinaient gravement. Ça ne m'était jamais arrivé de me faire ausculter et mettre une cuillère sur la langue. Alors j'ai rué dans les brancards, et j'ai écopé d'une baffe à me faire sauter les dents. Après l'examen médical proprement dit, ils m'ont mesuré partout avec un grand compas, surtout du côté du crâne. Un scribouillard prenait les notes qu'il dictait. Les toubibs parlaient de race gitane. Ils se grattaient le nez en discutant sur mon cas. Enfin, j'ai eu le droit de me rhabiller, et ils m'ont dit avec un gentil sourire qu'on allait m'envoyer me refaire une bonne santé à la campagne. Suite de quoi, on m'a propulsé vers une salle où je suis tombé sur une bande de gosses de mon âge qui chialaient dans tous les coins. Alors ça a été plus fort que moi. J'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère et à Bella, ma chienne, et je me suis mis à chialer comme eux. Le soir, on nous a transférés en camion jusqu'à la gare du Nord et on nous a tous entassés dans des wagons à bestiaux. Dedans, ça sentait la bouse de vache. Beaucoup de gosses portaient des étoiles jaunes cousues sur leurs vareuses. On a attendu longtemps que le train parte et il y a eu beaucoup d'arrêts avant le jour. Chaque fois, j'essayais de faire glisser l'ouverture, mais impossible. Elle était verrouillée de l'extérieur. On tremblait de froid et plus ça durait, plus ça pleurait dans le noir. Et ça puait de plus en plus. Des gosses faisaient dans leurs frocs. Le jour commençait juste à poindre là-haut, par des trappes à barreaux sans vitres quand le train a fini par stopper définitivement. J'ai regardé le ciel qui blanchissait à travers les barreaux. Et c'est la première fois que je me suis vraiment senti gitan. Gitan prisonnier comme les fauves du cirque. Je n'avais que 8 ans, mais il ne fallait quand même pas me la faire. Pourquoi c'était des flics en uniforme français qui nous faisaient sauter sur le quai en braillant? Il faut des flics pour vous envoyer vous refaire une bonne santé à la campagne? Recamion bâché. Il y avait un grand dans le nôtre qui disait qu'on nous conduisait à Compiègne. J'ai appris très vite ce que c'était Compiègne. À quelques kilomètres au sud de la ville, dans la forêt, à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui une base aérienne militaire, il y avait le camp de Royal-Lieu et son annexe de la Faisanderie, le front Stalag 122. Un camp de triage pour la déportation, placé sous le haut patronage d'un organisme du nom délicat d'Entraide française. Exactement comme un autre camp, celui de Montreuil-Bellay entre Angers et Loudun. Aucune différence entre les deux, sauf qu'à Montreuil-Bellay, on regroupait uniquement des nomades. Tandis qu'à Royal-Lieu, l'éventail du cheptel était beaucoup plus large. Juifs, politiques, homosexuels, gitans de Paris et du nord de la France, gens du voyage, ce qui ne veut pas forcément dire gitans, et même les chemises noires du colonel de Larocque.
La quasi-totalité de ceux qui y sont passés sont partis pour les camps. J'ignore le nombre des rescapés qui, comme moi, ont eu la chance d'échapper au grand voyage, mais il ne doit pas dépasser la centaine. En débarquant des camions, on s'est retrouvé au centre d'une grande place surveillée par des miradors avec des baraquements alignés et des barbelés tout autour. On nous a répartis par groupe et chaque groupe a été dirigé au pas de course vers un baraquement. D'abord, on m'a rasé le crâne à la tondeuse, et puis on m'a remis à poil en me tendant de nouveaux vêtements. C'était rêche et kaki, comme des tenues de soldats. Effectivement, c'était de vieux uniformes de troufion retaillés aux dimensions d'un gosse. Le pantalon m'arrivait aux genoux et il n'avait pas de poche. En haut, un blouson idem sans poche, et rien dessous. Ni chemise ni caleçon. Au pied, des sabots sans chaussettes, avec de la bourre de paille au fond. Une fois habillé, je me suis remis dans la file et on est passé un à un devant un Français en civil qui nous disait qu'on devait l'appeler Monsieur le Moniteur. Un Allemand en uniforme était assis à côté de lui avec un cigare au bec. Quand ça a été mon tour, le Français m'a dit un numéro très long et compliqué avec un mot au milieu. Puis il a ajouté « C'est ton numéro, il ne faudra jamais l'oublier. Répète-le. » Comme j'étais incapable de me rappeler le premier chiffre de son truc, j'étais illettré, j'ai écopé aussi sec d'une paire de mornifles. Il a eu l'air satisfait de me voir pleurer, mais sans comprendre que c'était de rage. Déjà je serrais mes poings et ça montait au creux de l'estomac. Il m'a redonné mon numéro et d'une voix sucrée « Répète. » Il y avait une petite minute que je préparais mon crachat. Il l'a reçu en plein visage. Résultat, j'ai été transporté à l'écart et on m'a mis à genoux sur un morceau de bois carré, le fameux carré de Royalieu dont doivent se souvenir les survivants du camp, avec une brique dans chaque main, et ordre de bien tenir les bras tendus. Tout ça devant les autres gosses. Chaque fois que je baissais les bras, j'écopais d'une nouvelle paire de baffes. Je suis incapable de me rappeler combien de temps le jeu a duré, mais les autres gamins avaient disparu depuis longtemps quand une énième paire de mornifles m'a envoyé direct dans les pommes. Au réveil, le moniteur était penché sur moi. Il m'a redit mon numéro lentement et puis « Répète ». J'ai répété sans me tromper. Et il m'a donné une petite tape affectueuse sur l'épaule. « Tu vois, on s'entendra très bien tous les deux, n'est-ce pas ?» J'ai fait oui de la tête. Oui, mon salaud. 21 957 BAT 12 Z3. Ce matricule, je ne l'ai jamais oublié. On n'oublie pas sa première leçon de calcul. Après, je suis allé rejoindre les autres en clopinant tellement j'avais mal aux genoux. Et j'ai découvert mon BAT, le bâtiment 12. C'était un baraquement monté sur parpaing avec des parois de bois percées de petites fenêtres vitrées et un toit de fibro-ciment plat. Il y avait l'électricité, mais uniquement le soir, avec une veilleuse jaune. Dedans, c'était bourré de gosses de mon âge. On était de 50 à 70 par baraquement. Des lits superposés à 3 places en bois étaient disposés de chaque côté de l'allée centrale. Pour chacun, une paillasse. Dès mon entrée, un moniteur m'a attrapé par le bras. « Ne recommence jamais à être en retard. Ton numéro ?» Je lui ai donné et il m'a poussé d'un coup de pied au cul vers ma paillasse, la Z3. Et voilà ce que c'était le comité d'accueil du camp de Royalieu, parrainé par l'entraide française. Levé à 6 heures, été comme hiver, en rang et direction le réfectoire. Là, un bout de pain et un bol avec une espèce de tisane au goût chocolaté, plus un cachet d'huile de foie de morue au goût de caramel. Le dimanche, on avait droit en plus à une pastille de vitamines. Un dimanche de couleur rose, le suivant de couleur bleue. Midi, une gamelle, alternativement de petits pois secs avec leur charançon, ou de lentilles. Parfois, mais rarement, des patates cuites à l'eau avec leur peau, et une tranche de pain. On avait chacun son gobelet, sa gamelle et une cuillère en alu. 6 heures du soir, regamelle, mais cette fois sans pain, mais parfois de la soupe. De temps en temps, on avait droit à un carré de chocolat à 4 heures. On ne mangeait de la viande que pour les visites de la Croix-Rouge. Le reste du temps, on ne faisait rien, strictement rien. On attendait. On errait dehors quand il faisait beau. On se serrait les uns contre les autres dans les baraquements quand il pleuvait. Parfois, on nous emmenait en promenade, par exemple jusqu'au château de Pierrefonds, mais sans le visiter. Les moniteurs avaient une curieuse manière de nous faire marcher, en vague, c'est-à-dire qu'on devait former une sorte de serpentin qui ondulait en avançant de gauche à droite sur la route. Je n'ai jamais pigé pourquoi. Mais les promenades étaient réservées aux sans-étoiles. Ceux qui en portaient, les juifs, on les enviait. Ils restaient au baraquement et ils étaient contents parce qu'on leur avait promis un grand voyage, dans une colonie au Danemark, et il paraît que c'était un pays fabuleux. Quand on les regroupait pour le départ, ils se dépêchaient d'aller s'aligner en se moquant de nous, ceux qui restaient, et on était jaloux. Tous les jours, il partait beaucoup d'étoiles jaunes, et aussi des noirs, des arabes et des fils de voyageurs. Ils étaient aussitôt remplacés. Comme il fallait bien s'occuper, on s'inventait des jeux, les jeux de tous les gosses de notre âge, les osselets avec des cailloux, le jeu du territoire qui consistait à lancer chacun à son tour un bout de ferraille quelconque dans le terrain de l'adversaire et à marquer à chaque fois d'un trait le morceau de territoire conquis, jusqu'à ce que le perdant ne puisse plus mettre les pieds dans son terrain, etc. L'été, on crachait sur les scarabées et celui dont le scarabée faisait la plus longue bave avait gagné. On faisait aussi griller des souris au soleil sur une planchette avec des éclats de verre, et là, c'était pour les manger, on avait faim tout le temps. Les plus malins avaient affûté le bord de leur cuillère et s'en servaient pour tailler des avions dans le bois.
Gare aux avions s'ils ressemblaient aux Spitfire anglais. C'était la punition immédiate, toujours la même, à genoux sur le carré, ou sur une règle, ou sur un manche à balai. Les punitions étaient quotidiennes, il y avait sans cesse un motif, parler au réfectoire, parler une fois la lumière éteinte, parler dans les rangs. Un barbelé séparait le camp en deux. D'un côté les enfants, de l'autre les adultes. On devenait adulte à 12 ans. Pour votre anniversaire, hop, de l'autre côté du barbelé. Il était interdit de s'approcher du barbelé, nous séparant des adultes. Mais eux avaient le droit de s'y approcher. Ils cherchaient parmi nous un fils ou un neveu. Ils pleuraient souvent. De notre côté, ça pleurait tout le temps, la nuit surtout. Des gosses appelaient leur mère sans arrêt. Alors un moniteur surgissait, en distribuant des mornifles, et dès qu'il était reparti, ça recommençait. Il suffisait qu'il y en ait un qui chiale pour qu'aussitôt ça déclenche la contagion. On entendait « maman, maman » dans toutes les paillasses tout le temps. On était couverts de poux, de punaises et de puces. File-moi de l'agneau, mon pote. Donne-moi de la chenoute.